23 à Kigali. Afrique Midi sur RFI. Avec à suivre, tu veux ou tu veux pas, au Gondwana, pas le choix, en République très démocratique, il y a des élections obligées. Maman, à suivre tout à l'heure. En bref, d'abord, la République sahraoui juge le Maroc isolé dans sa décision de se retirer hier du sommet afro-arabe à Malabo, en Guinée équatoriale. Le ministre des Affaires étrangères de la République autoproclamée considère que si le Maroc compte intégrer l'Union africaine, eh bien, il doit accepter de siéger avec des représentants de la RASD. L'enquête concernant le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer, disparu en avril 2004 en Côte d'Ivoire. Selon nos confrères de Radio France, le juge qui enquête sur cette disparition a recueilli le témoignage d'un Français qui dit savoir où le corps de notre confrère a été enterré à Abidjan. Un témoignage qui pourrait donc relancer l'affaire. Et puis la CAF, la Confédération africaine de football, le confirme clairement, la CAN 2017 aura bien lieu au Gabon. Elle dément donc des rumeurs persistantes sur une délocalisation de la compétition. Tout de suite, on part à Madagascar. C'est là que se tient le sommet de la francophonie. Pour l'heure, les ministres sont réunis là dans la capitale Antananarive avant le sommet proprement dit, les chefs d'État qui arrivent samedi. Ça, c'est le côté pile, mais à l'autre bout de la ville, il y a le côté face, le village de la francophonie. Là, c'est plutôt ambiance de fête avec toutes sortes d'animations et notamment un groupe de jeunes percussionnistes, des jeunes filles du sud de Madagascar. Leur groupe, c'est les Bloko Malagas, qui fait sensation, mais leur quotidien est bien loin des paillettes. Sarah Teto a rencontré l'une des membres du groupe dans un quartier défavorisé de Tuléar. Armée de ses baguettes et de son bakourinha, Stéphanie Natoulzanar a déjà fait le tour du monde. Mais à Timénat, dans son quartier, elle est la seule à avoir pris l'avion. Il y a 5 ans, elle a intégré la Bloko Malagas, une troupe de percussionnistes créée par l'ONG Bel Avenir à Tuléar. Ici, il n'y a pas beaucoup d'activités. Alors après l'école, nous les jeunes, on se promène partout pour chercher des hommes, pour qu'ils nous payent. J'aurais pu tomber dans la prostitution, faire comme mes sœurs, mes cousines, mes tantes, mais heureusement qu'il y a la Bloko. À 21 ans, elle est aujourd'hui responsable artistique de la troupe. Dans son quartier, elle est respectée. À la Bloko, chacune a son parcours, on ne juge pas. Mais avant chaque répétition, on sensibilise sur un thème, grossesse précoce ou abandon scolaire par exemple. Moi je vois bien que quand on intègre la Bloko, les comportements changent. Certaines ont même arrêté de se prostituer. Arrivé samedi dernier, les 16 drummeuses se produisent chaque jour au village de la francophonie. Pour la moitié d'entre elles, c'est leur première fois dans la capitale. On veut montrer au monde entier qu'on est heureuse, qu'on a du talent et de la force. Je suis fière de me retrouver au sommet de la francophonie. J'ai hâte d'être un samedi et de jouer pour accueillir les chefs d'État. Et puis je serai contente de pouvoir échanger avec des gens du monde entier qu'on va rencontrer. Et des rencontres, elles en ont déjà faites. On se presse autour d'elles pour leur parler et se faire prendre en photo à leur côté. Rayonnantes, elles incarnent la jeunesse malgache qui se bat pour exister. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Les jeunes filles de Bloko Malagas qui accueilleront samedi les chefs d'État au sommet de la francophonie, sommet à suivre avec les envoyés spéciaux de RFI. Vous écoutez RFI. Et ça, c'est pas petit. S'informer, informer, s'exprimer, mobiliser, voire changer les choses. Les réseaux sociaux, ça sert à tout ça à la fois. Et sur le continent, les jeunes s'en sont saisis de cet outil ces dernières années. Une tendance décryptée dans une étude menée dans 7 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Ghana, RDC et Madagascar. Elle est intitulée « Ce que l'Afrique prépare ». Elle a été dévoilée par CFI, l'agence française de coopération média. Philippe Couve est le rédacteur de l'étude. On s'aperçoit que ces outils qui permettent à tout un chacun de prendre la parole, il y a des jeunes, aujourd'hui, on va dire moins de 35 ans pour la plupart d'entre eux, qui ont décidé de s'en emparer pour faire changer des choses dans leur pays. Parce qu'il y a des choses qui les insupportent. Par exemple, de voir à quelques dizaines de kilomètres au nord de Cotonou, un village
qu'au bord de la route, il n'y a tout simplement pas d'eau potable et donc les gens boivent une eau saumâtre et sont malades. Il y en a d'autres qui décident de s'organiser pour surveiller les processus électoraux. Donc cette citoyenneté numérique, elle est en train d'exister, de se développer. Elle se concrétise aussi par des mouvements de solidarité, parfois pour aider des populations victimes des inondations, que ce soit à Abidjan ou à Dakar. Et là où on pouvait se contenter d'avoir quelques débats limités dans des journaux ou à la télévision qu'on contrôlait étroitement, là maintenant on ne contrôle plus la parole. Alors elle s'exprime parfois de manière confuse, parfois de manière désordonnée, mais il y a aussi ces acteurs citoyens dont on parle dans ce rapport, qui eux essayent de canaliser ça, de permettre par des petites actions d'améliorer de manière très concrète les choses. Philippe Couve avec Bruno Faure, et on reparle de cette étude dans Afrique Soir tout à l'heure, entretien avec un cyberactiviste sénégalais, une blogueuse béninoise, et un exemple concret maintenant de cette vitalité numérique, de cet activisme sur le net en Afrique. Depuis le début de la semaine, une campagne est en cours sur les réseaux sociaux en Guinée pour dénoncer l'état des routes dans le pays. C'est le collectif de blogueurs La Bloguie qui est à l'origine de ce mouvement avec le hashtag Montrons nos routes, une sorte d'appel à témoins pour que les Guinéens postent des preuves du mauvais état du réseau routier, des photos, des vidéos, et pour interpeller les autorités. On en parle avec vous, Ibrahima Khalil Diakité, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette campagne lancée sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, 60 à 70% du réseau routier guinéen est un état vraiment délabré. Les gens mettent près de 24 heures pour parcourir une distance de 600-700 km au lieu de 6 à 7 heures. Deuxièmement, ces routes ont beaucoup coûté en vie humaine et continuent d'en noter tous les jours. Nous estimons que les manifestations dans les rues sont dangereuses, donc nous remplaçons la rue par Internet et ses outils. Les autorités concernées sont aussi sur ces réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des zones en particulier en Guinée où le réseau routier est plus délabré qu'ailleurs? Dans la ville de Conakry, les voiries sont carrément dégradées jusqu'à l'intérieur. Kimbia, Mamou, ainsi de suite, tout est dans un état dégradé. Et ensuite, en Haute-Guinée et en Guinée forestière au Sud, c'est la même chose. Il y a un département spécialisé pour ça. Il y a des fonds qui sont alloués tous les ans pour ces réseaux routiers, mais il y a une inaction totale. Les populations locales, des fois, ils prennent la peine de boucher les trous, les creux des routes, et même parce que c'est eux, les usagers. Tous les jours, il y a des accidents. Tous les jours. C'est important, cette vigilance citoyenne, cette manière de faire pour interpeller les autorités. Vous pensez que c'est ce qui est le plus efficace? Nous avons déjà fait l'expérience avec notre campagne droit à l'identité qui a permis aux Guinéens d'obtenir des pièces d'identité dont la délivrance avait été suspendue depuis 1 an. Donc nous espérons que ce sera le même cas pour cette campagne. Donc vous êtes un peu comme des lanceurs d'alerte, c'est comme ça que vous vous définissez? Je préfère dire que nous sommes des web influenceurs. Des web influenceurs. Merci Ibrahima Khalil Diakité de La Bloguie avec cette campagne. Donc, montrons nos routes en Guinée. Il est 12h51, temps universel. Tout de suite, notre invité. Sur la situation au Tchad, le pays est dans une mauvaise passe, crise économique, crise sociale, crise de confiance, la grogne monte avec des grèves, un mécontentement des fonctionnaires ou des étudiants. Cette semaine d'ailleurs, l'opposition et la société civile ont appelé à une journée ville morte pour protester contre la situation. Le pays subit de plein fouet la baisse du prix du baril de pétrole, mais est-ce que cette baisse suffit à expliquer la crise actuelle au Tchad? Comment sont gérés les revenus pétroliers, comment sont-ils redistribués? Eh bien, mal, nous dit le docteur Ousmane Ouzibé, chercheur en sciences politiques à l'université de Rouen et de Lyon 3. Il est votre invité, Jean-Jacques Loirne. Docteur Ousmane Ouzibé, bonjour. Oui, bonjour. Au Tchad, l'exploitation du pétrole rime avec corruption, pot de vin et mauvaise gouvernance. Pour quelles raisons? Les retraits de la Banque mondiale en 2008, de l'accord conclu avec l'État tchadien sur la gestion efficiente des revenus pétroliers a ouvert la porte au désordre, entraînant une corruption généralisée dans la gestion des affaires publiques. À la suite de ces désaccords,
le pouvoir en place a étendu son contrôle sur les revenus du pétrolier et a créé une source d'enrichissement illicite aux barons du régime. Mais diriez-vous que les revenus du pétrole n'ont vraiment pas permis de réduire la grande pauvreté? Pas du tout. Au contraire, ces revenus ont accentué une extrême pauvreté en creusant un grand écart entre les tenants du pouvoir et les paisibles citoyens qui subissent les effets pervers de l'exploitation de ce pétrole à travers la vie chère, créant un lot de pauvreté endémique dans les couches les plus vulnérables des populations tchadiennes. Qui détient le pouvoir, détient le pétrole et inversement? Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est ce qui explique le triptyque allocation du budget de l'État, attribution des marchés publics et pots de vin. C'est la source de l'enrichissement illicite des barons du régime tchadien dans la gestion des revenus du pétrole. Cet enrichissement illicite passe par la monopolisation des pouvoirs